Et pour revenir plus en profondeur sur l'accord de trêve conclu entre Israël et le Hamas, j'ai le plaisir de m'entretenir avec l'expert en affaires internationales, François Carmentran. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter ce soir. Merci de répondre à nos questions. Alors, le comité restreint israélien a donné son feu vert pour la mise en œuvre de l'accord de trêve, un accord qui est validé alors qu'une crise politique s'annonce. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, tout ça me semble d'une part plein d'espoir, si vraiment la trêve est appliquée, ça c'est bien, c'est même très bien. Maintenant, ça me semble extrêmement fragile parce qu'il y a aussi un agenda politique intérieur, des échéances intérieures assez importantes en Israël. Je pense que le maintien de la guerre fait qu'un certain nombre de points d'ennui judiciaire du Premier ministre Netanyahou ne sont pas réglés. Il le sait lui-même et d'autres le savent. Et il y a aussi la fragilité parce que, par exemple, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, si je me prononce bien, a dit qu'il quitterait, et donc sa formation politique, le gouvernement, si un tel accord rentrait en vigueur. Et en dernier lieu, je dirais qu'il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté parce que on parle de cessez-le-feu, mais déjà dans l'acception israélienne, on parle déjà de 33 otages qui seraient libérés assez rapidement à partir de dimanche soir. Sont-ils tous vivants ? Est-ce que parmi les 33, il y a des otages qui sont morts, malheureusement, que ce soit des adultes ou des enfants, on ne le sait pas. Hein. Sur les 251, il en resterait 94. Sont-ils tous en vie ? C'est un énorme problème. En parallèle, on l'a dit, il y aurait une crise au sein de la classe politique israélienne. Quel avenir politique pour Benyamin Netanyahou après la mise en œuvre de cet accord de trêve à Gaza, selon vous ? Écoutez, il faut voir ce que le grand frère américain va décider dès l'avènement et l'élection, enfin l'investiture, pardon, il est déjà élu, l'investiture du président Trump à partir de lundi 20 janvier. Voilà. Il y a quand même, Trump a dit par monts et par vaux, urbi et orbi comme on dit, qu'il réglerait en 24 heures le problème du conflit ukrainien, russo-ukrainien, quid du Proche-Orient, quid de Gaza, quid de Liban, la Syrie, nouveau paramètre depuis début décembre dernier, eh bien, qui vivra verra, j'ai envie de vous dire. Hein. Alors pour revenir à cet accord de trêve qui a été très inspiré par le draft d'un accord de trêve initialement rédigé il y a 8 mois, serait-il pourquoi, à votre avis, est-ce que cet accord a été-il mis en œuvre maintenant ? Quels changements ont conduit à cette décision ? Je crois qu'il y a une accélération de prendre un maximum de gages, comme des gages territoriaux, dans le conflit qui oppose Israël et le Hamas, jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire l'avènement, en tout cas depuis que l'on sait, même si l'accord était drafté depuis 8 mois, depuis que l'on sait que le prochain président des États-Unis sera Donald Trump, c'est-à-dire début novembre. Et selon vous, justement, le nouveau président Donald Trump, est-ce qu'on peut dire quel rôle a-t-il joué dans cet accord ? Est-ce qu'on peut dire que Trump a accéléré les choses ? Je ne sais pas, plus exactement, la diplomatie américaine a sans doute été très active, et du côté de l'équipe qui sort et de l'équipe à venir. Mais le plus important, c'est que je crois surtout que les acteurs locaux ont essayé, en particulier Israël, d'obtenir le maximum de gages et d'avantages avant le 20 janvier. Et dans le contexte de ce conflit, est-ce qu'on peut réellement parler de vainqueur, sachant qu'aucune des parties, ni le Hamas ni Israël, n'a atteint ses objectifs ? Ah non, pour moi, il n'y a pas de vainqueur. Il y a des désastres humains, matériaux absolument exceptionnels. On parle de plus de 10 milliards de dollars selon l'OMS pour remettre
pour reconstruire, c'est même pas remettre en service, pour reconstruire un système de santé, quid de tout ce qui touche à l'environnement, avoir de l'eau potable, le traitement des ordures, voilà, ce sont tout ce qui touche à la vie quotidienne des civils palestiniens, en particulier à Gaza, mais il ne faut pas oublier les territoires occupés, la Cisjordanie, c'est absolument dramatique. Et qu'est-ce que c'est que cet accord? Est-ce que c'est, encore une fois, d'un côté israélien, ce serait déjà récupérer 33 otages, mais est-ce que c'est un vrai cessez-le-feu ou c'est une espèce de situation stand-by et qui risque d'éclater à la première accroche, au premier accroc. Voilà, vous disiez vous-même qu'il y avait encore plus d'une centaine de morts suite à des bombardements de l'artillerie et de l'aviation israélienne dans les 72 dernières heures. Donc, un accord pour être respecté, il doit être équilibré. Et il doit être équilibré. C'est comme un accord commercial. À un moment, on fait un geste vers l'autre et on s'y tient. Est-ce qu'on en est là? Gagnant-gagnant. Oui, bien sûr. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Et là, les rancœurs sont terribles des part et d'autre. Hein, voilà. Surtout par les populations civiles qui restent-elles traumatisées par plus d'une année de guerre, une année de guerre terrible qui va marquer des générations à jamais. Ben oui. Au début, vous pouviez lire dans la presse qu'on disait à chaque fois selon le ministère de Santé du Hamas. Maintenant, on commence à dire que les chiffres, je vais être horrible, on n'est plus à 100 ou 200 personnes près, mais les chiffres de 45, 46 000 civils semblent acceptés par tout le monde et semblent être la réalité. Et ce sont même des bilans qui ont été sous-estimés parce qu'il y a même l'organisation britannique de l'Lancet qui a estimé que les chiffres annoncés par les autorités palestiniennes pendant tout ce temps étaient inférieurs aux chiffres même qui sont estimés, sachant que des milliers de corps restent sous les décombres. Est-ce que pour vous, quelles seraient les répercussions de cet accord de trêve sur la stabilité et la dynamique politique de toute la région? D'abord, il faut que la trêve et la paix tiennent. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a quand même le grand voisin, l'État syrien, mais qui est en pleine récomposition, et que vont faire les Turcs et les factions pro-turques dans le nouveau territoire de Cham, puisque ce sont eux qui semblent prendre la main. Donc c'est à la fois un nouveau voisin, un newcomer, j'oserais dire, pour l'État d'Israël. Quelle va être sa politique? Uniquement stabiliser la Syrie. Qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, pour les minorités non sunnites de Syrie? Ça me semble fondamental. Le Liban, un nouveau président, bon, très bien. Je ne crois pas qu'il est, malheureusement, en dépit du voyage du président Macron aujourd'hui, je ne crois pas qu'il ait beaucoup de pouvoir face à un voisin aussi puissant qu'un nouveau voisin conduit par les Turcs, par Ankara, excusez-moi, et puis un voisin surpuissant, l'État d'Israël, évidemment, ce qui n'est pas une nouveauté pour le Liban. Eh bien, merci François Carmentran pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes expert en affaires internationales et que vous étiez avec nous depuis Paris. Merci beaucoup. Bonsoir.